Un sujet qui est littéralement vital. Absolument. C'est vraiment une question de vie ou de mort. Ouais. Sur la table, on a réuni tout un tas de protocoles cliniques, de directives d'urgence et des analyses cardiologiques hyper pointues. Et le thème commun de toutes ces sources, c'est la gestion du syndrome coronarien aigu et de Longor. C'est ça. L'objectif de notre exploration d'aujourd'hui, c'est vraiment de décrypter ces algorithmes médicaux pour comprendre ce qui se trame. Ouais, à l'échelle cellulaire. Exactement. Ce qui se passe lors d'une crise cardiaque et surtout comment les équipes médicales ripostent vraiment à la seconde près. Je suis ravie de plonger là-dedans parce que c'est passionnant. Et moi, je suis ravi d'en parler. C'est un terrain fascinant parce que l'enjeu de ces textes n'est pas seulement théorique. C'est une vraie cartographie détaillée des décisions qui séparent la vie de la mort, tout simplement, dans les couloirs des urgences. C'est pour ça qu'il faut aborder ça un peu comme, tu sais, comme le manuel de survie de la plomberie la plus critique du corps humain. Ouais, c'est une super métaphore. Bah oui, parce que comprendre ces mécanismes, c'est vraiment se donner les moyens de déchiffrer les signaux d'alarme physiologiques. Mais bon, avant de parler d'artères bouchées et de course contre la montre, il faut d'abord poser la fondation. Le fameux concept de base. Voilà, le concept qui revient en boucle dans toutes nos sources, c'est l'ischémie. Concrètement, comment on doit se représenter ce phénomène en fait? Alors, l'ischémie, fondamentalement, c'est l'équation de la mort cellulaire par asphyxie. D'accord. Faut bien comprendre que c'est pas une maladie isolée. C'est un mécanisme de déséquilibre absolu. En déséquilibre entre quoi et quoi? D'un côté, on a le myocarde, donc le muscle cardiaque, qui fonctionne comme un moteur tournant à plein régime, perpétuellement. Ses besoins en oxygène et en nutriments sont massifs et incompressibles. Il ne s'arrête jamais? Exactement. Et de l'autre côté, on a le réseau coronaire, la tuyauterie en gros qui lui apporte le sang carburant. L'ischémie survient à la seconde précise où l'apport devient inférieur à la demande. Donc le moteur suffoque. C'est exactement ça. Le moteur suffoque. Et c'est cette suffocation qui va dicter absolument tout le reste de la pathologie. Elle est parfaite pour visualiser la première grande phase décrite dans les protocoles, c'est-à-dire la maladie chronique, ou ce qu'on appelle l'angor stable. Ouais, Longor stable. Parce qu'on imagine souvent la crise cardiaque comme un coup de tonnerre soudain. Mais en réalité, si on lit bien les documents, c'est l'aboutissement d'un compte à rebours silencieux qui dure des années en fait. Absolument. C'est l'évolution de la plaque d'athérome. Imaginons une artère saine, comme un tuyau parfaitement lisse où le flux sanguin circule sans la moindre résistance. Ok. Au fil des décennies, à cause de facteurs comme le cholestérol, l'hypertension ou le tabagisme, la paroi interne de ce tuyau va s'irriter. Elle s'abîme. C'est ça. Et des lipides, des cellules inflammatoires, des débris cellulaires vont s'y infiltrer. Ça crée ce que les cardiologues appellent un cœur lipidique. Un cœur lipidique, d'accord? Et l'organisme, qui essaie de colmater cette anomalie, va former une sorte de capsule fibreuse par-dessus. Un peu comme une cicatrice rigide. C'est ça la plaque d'athérome. Et ça réduit le passage. Voilà. Elle grossit vers l'intérieur du vaisseau et crée une sténose stable, c'est-à-dire un rétrécissement fixe de l'artère. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi cette phase peut rester totalement invisible, repos. Si le tuyau est réduit de moitié mais qu'on est juste en train de lire sur le canapé, le faible débit sanguin passe encore très bien. C'est tout à fait ça. Le problème survient dès qu'on demande au moteur d'accélérer. Et c'est là qu'intervient la douleur de l'angor stable. Exactement. L'effort physique ou un gros stress augmente soudainement le besoin en oxygène du cœur. Le réseau artérial, qui est devenu rigide à cause de cette sténose fixe, est incapable de se dilater, provoque cette fameuse douleur thoracique oppressive. Cette fameuse angine de poitrine. Et la preuve clinique que c'est stable, c'est que la douleur disparaît dès que l'effort s'arrête, ou lorsqu'on administre un vasodilatateur, comme la trinitrine. Qui va forcer l'ouverture temporaire du réseau. C'est ça. Mais du coup, comment les cliniciens évaluent la gravité à ce stade? Parce que sans ouvrir la poitrine, comment on sait où on en est? La pratique médicale utilise une classification très pragmatique, divisée en 4 classes, et tout se joue sur le seuil de déclenchement de la douleur. D'accord. La classe 1, c'est le patient qui ne ressentira l'angor que lors d'un effort extrême ou vraiment inhabituel. La classe 2, ça commence à impacter la vie quotidienne. La douleur apparaît en montant des escaliers ou en marchant d'un pas très vif. Donc on est déjà plus limité. La classe 3 marque une limitation sévère. Une simple marche à plat sur une courte distance déclenche l'alerte. Ah oui, Et la classe 4. c'est le stade critique. La moindre activité ou même le simple fait de s'habiller le matin provoque l'ischémie. Le seuil de tolérance indique directement l'étroitesse du tuyau. Une fois que le médecin suspecte ça, le défi c'est de voir l'invisible. Et les protocoles détaillent un bel arsenal de dépistage. Quels sont les outils privilégiés pour démasquer ce tuyau encrassé? L'objectif de base, c'est de provoquer l'ischémie sous surveillance pour pouvoir la mesurer. L'outil historique est vraiment de première ligne, ça reste l'électrocardiographe d'effort, l'ECG. Le fameux test sur tapis roulant. Exactement. On place le patient sur un tapis, on augmente la cadence et on observe l'activité électrique du cœur. L'ischémie se traduit par une anomalie électrique super spécifique, un sous-décalage du segment ST d'au moins 1 mm sur le tracé. Ok, mais le CG ne voit pas tout si je me souviens bien de nos sources. Non, en effet, c'est là qu'entre en jeu l'imagerie de stress. C'est-à-dire qu'on cherche à voir la défaillance mécanique directement de nos propres yeux. C'est ça. Que ce soit par échographie, scintigraphie ou IRM cardiaque, l'imagerie permet de visualiser concrètement les conséquences du manque de sang. On peut observer une hypokinésie. Une hypokinésie. Ouais, c'est une paroi du cœur qui devient paresseuse en fait, qui se contracte moins bien à l'effort par rapport aux autres zones bien irriguées. Et si on a besoin d'une carte routière anatomique vraiment parfaite avant d'intervenir, l'examen de référence absolu, c'est la coronarographie. Là, on rentre dans le dur. Ouais, on injecte un produit de contraste directement dans les artères du cœur pour voir précisément sur un écran où se situe le barrage et quelle est son ampleur. Donc, disons que le diagnostic tombe. Angor stable, avec une sténose identifiée, les recommandations thérapeutiques ne se contentent pas de donner un antidouleur, elles structurent la riposte autour de 4 piliers fondamentaux. Comment s'articule cette stratégie au long cours? Ces 4 piliers forment un véritable filet de sécurité. Le premier pilier est purement correctif, il vise à stopper la progression de l'encrassement. On arrête les dégâts. Ça exige un changement de cap radical, arrêt du tabac, contrôle strict du diabète et de l'hypertension, et l'introduction de statines pour faire chuter massivement le mauvais cholestérol, le fameux LDL. L'objectif, c'est de geler la plaque. D'accord. Et le deuxième pilier? Le deuxième pilier, c'est la gestion de la crise. Le patient garde sur lui de la trinitrine sublinguale. C'est un puissant vasodilatateur à action éclair pour stopper une douleur qui surviendrait quand même.
Ça, c'est pour l'urgence immédiate. Mais il faut aussi empêcher le cœur de trop s'emballer de bave, non? C'est le rôle du troisième pilier, le traitement de fond anti-ischémique. Les médecins utilisent principalement des bêta-bloquants. Comment ça marche ça? Ces molécules agissent comme un modérateur sur le moteur cardiaque. Elles ralentissent la fréquence des battements et diminuent la force de contraction. Donc mathématiquement, ça réduit les besoins d'oxygène du myocarde. Intelligent. Et le dernier pilier? Le quatrième pilier est mécanique, la revascularisation. Si les médicaments suffisent pas, il faut réparer le tuyau. Et pour réparer, il y a deux grandes approches évoquées, le pontage et l'angioplastie. Oui, l'angioplastie est la voie de loin la plus courante. On navigue avec un petit cathéter jusqu'à la sténose, on gonfle un ballonnet pour écraser la plaque contre la paroi et on déploie un stent. Le petit ressort métallique? C'est ça, une petite armature pour maintenir l'artère ouverte. Mais si les lésions sont trop complexes, trop diffuses ou qu'elles touchent le tronc commun, qui alimente la majorité du cœur, il faut carrément contourner l'obstacle. C'est le pontage coronarien. Une vraie chirurgie lourde. Une chirurgie majeure où on greffe un nouveau vaisseau pour créer une déviation, une dérivation autour du blocage. D'accord. On voit bien comment toute cette phase chronique est méthodique, calculée. On a le temps d'évaluer, de tester, de planifier la pose d'un stent. Et c'est là que l'analyse des protocoles prend une tournure plus dramatique. Il y a un point de rupture, Littéralement. le point de bascule. Voilà. On passe d'une maladie qui se gère sur des années à une urgence absolue qui se compte en minutes. Que se passe-t-il exactement dans l'artère au moment où on bascule vers le syndrome coronarien aigu, le fameux SCA? Le changement de paradigme est total. Le problème, c'est plus l'obstruction progressive. Le drame du SCA, c'est l'instabilité soudaine de la plaque d'athérome. Elle craque. Exactement. Cette capsule fibreuse qui retient le cœur lipidique dont on parlait va soudainement se fissurer, s'éroder ou carrément se rompre. Et le contenu hautement inflammatoire de la plaque se déverse dans le sang. Et le corps panique. Le corps interprète cette rupture comme une hémorragie interne majeure, au sein même du vaisseau. La riposte physiologique est immédiate et complètement aveugle. Le système de coagulation s'emballe pour colmater la brèche. Donc ça fait un caillot. Les plaquettes s'agrègent, un réseau de fibrines se tisse, et un caillot, un thrombus, se forme en quelques minutes à peine. Et ce caillot de sauvetage devient ironiquement l'arme du crime. Parce qu'il va boucher l'artère de manière aiguë. Le tuyau qui laissait encore passer un peu de sang est soudainement barricadé. C'est ça le vrai enjeu. Face à cette situation, les directives des urgences sont martiales. Il y a une règle d'or qui prime sur absolument tout le reste, d'après les textes. C'est le pivot de la médecine d'urgence cardiologique. Toute suspicion clinique de syndrome coronarien aigu, donc typiquement une douleur thoracique prolongée, au repos, qui serre comme un étau, impose une action immédiate. Laquelle? La réalisation d'un électrocardiogramme à 12 délivations en moins de 10 minutes après le premier contact médical. Moins de 10 minutes. Ce délai de 10 minutes, c'est pas une suggestion, c'est une ligne de survie. Parce que ce simple tracé électrique va dicter tout le destin du patient pour les prochaines heures. C'est ce que les textes appellent la bifurcation clinique. Exactement. L'ECG agit comme un aiguillage. Il va scinder les patients en deux parcours fondamentalement différents. Soit, le tracé montre un sus-décalage persistant du segment ST, Et ça veut dire quoi? ça indique que le caillot a totalement et hermétiquement bouché l'artère. Ok. Et l'autre option? Soit l'ECG ne montre pas ce sus-décalage, ce qui suggère généralement une occlusion partielle ou intermittente. Et tu t'en doutes, les stratégies de riposte pour ces deux scénarios sont radicalement différentes. On va explorer d'abord la voie de l'occlusion partielle, le SCA non ST. On pourrait penser que partiel signifie moins grave. Mais la lecture des protocoles révèle que c'est souvent un immense casse-tête diagnostique pour les urgentistes. Oh oui. Comment ils font pour confirmer une crise cardiaque quand le signe électrique le plus évident n'est même pas sur l'écran? C'est un véritable travail d'investigation qui repose sur un triptyque précis. Premier élément, la clinique. L'interrogatoire est crucial. On cherche une douleur typique mais qui se manifeste au repos pendant plus de 20 minutes. Ou un angor qui s'aggrave brusquement, ce qu'on appelle un angor crescendo. Ok, la douleur. Ensuite, Deuxième élément, un ECG minutieux. Même sans le sus-décalage majeur, on traque des anomalies beaucoup plus subtiles, comme des ondes T qui s'inversent de façon profonde. Ce sont des signes d'une souffrance électrique du muscle. d'accord. Mais la véritable clé de voûte, le juge de paix dans ce scénario d'occlusion partielle, c'est la biologie, l'analyse sanguine. Oui. Et là, la cinétique de la troponine est l'outil diagnostique le plus puissant. La troponine. Leur contenu, dont la troponine, dans la circulation sanguine. Donc, si on détecte une élévation de cette protéine, c'est la preuve irréfutable que le cœur est déjà en train de subir des dommages permanents. Exactement. Si la troponine s'élève de manière significative, on pose le diagnostic d'infarctus du myocarde sans sus-décalage ST, ou NSTEM en anglais. Il y a une destruction cellulaire avérée. Et si elle ne s'élève pas? Si la troponine reste obstinément négative lors des dosages répétés, malgré les douleurs, ça signifie que les cellules ont souffert mais ne sont pas mortes. C'est ce qu'on classe comme un angor instable. La cause mécanique est la même, une plaque fissurée avec un caillot instable, mais les conséquences sur les tissus diffèrent. Très clair. Donc le diagnostic est posé. L'artère est à moitié bouchée, le muscle souffre. Comment les urgentistes décident du tempo de l'intervention, Vigo? Qui passe au bloc dans la minute et qui peut attendre demain sous surveillance? Ces décisions reposent sur une stratification du risque qui est extrêmement mathématique. L'outil de référence mondial, c'est le score de Greuze. GRACE. Voilà, ce score compile divers paramètres. L'âge, la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la fonction rénale, les signes d'insuffisance cardiaque, l'arrêt cardiaque à l'admission, les déviations de l'ECG et bien sûr le taux de troponine. Le résultat dicte l'horloge de la salle de cathétérisme. Et ça se divise en 3 fenêtres de tir très claires selon la gravité, si je comprends bien l'algorithme? Tout à fait. Un score qui révèle un risque très haut, par exemple un patient choc cardiogénique avec des douleurs réfractaires, impose une coronarographie d'extrême urgence en moins de 2 heures. Moins de 2 heures. Et pour les autres? Si le score indique un risque haut, souvent validé par l'élévation de la troponine, l'intervention doit se faire dans les 24 heures. Pour un risque intermédiaire, la fenêtre s'élargit à 72 heures. D'accord. Mais pendant qu'on attend cette intervention mécanique, on laisse pas le caillot proliférer tranquillement quand même. Les textes parlent du déploiement immédiat d'un bouclier médicamenteux.
C'est une offensive pharmacologique massive pour stabiliser la lésion. Ce fameux bouclier, il est composé d'une double dose d'antiagrégants plaquettaires en associant l'aspirine et un puissant inhibiteur des récepteurs P2Y12 pour empêcher les plaquettes de s'agglutiner davantage. On fluidifie à fond. C'est ça. On y ajoute un anticoagulant injectable puissant comme le fondaparinux ou l'héparine pour bloquer la cascade de coagulation. Et enfin, on instaure rapidement des bêta-bloquants pour calmer le myocarde. Ralentir sa fréquence et limiter son besoin en oxygène, le temps de déboucher l'artère. Exactement. On voit bien comment le corps médical gère une artère à moitié bouchée. Mais que se passe-t-il quand le rideau tombe complètement? Quand on revient à notre fameuse bifurcation de l'ECG initiale et que le tracé révèle le scénario catastrophe, le SCA-ST+O, l'occlusion totale. Là, on passe à un autre niveau. Plus une seule goutte de sang ne passe vers une portion entière du cœur. C'est le STEMI, l'infarctus par excellence. Ici, on n'a pas le temps d'attendre une prise de sang ou de calculer un score de risque. L'électrocardiogramme livre une signature visuelle qui est incontestable. L'onde de Pardé. L'onde de Pardé. Comment on la repère? Imaginez le tracé électrique régulier d'un battement de cœur. Normalement, entre la fin de la contraction et le repos, la ligne est plate. Mais lors d'une occlusion totale massive, cette ligne plate s'élève brusquement, formant une sorte de dôme ample, convexe vers le haut, qui fusionne avec l'onde suivante. Un dôme sur l'écran. C'est le signe d'une lésion électrique transmurale, c'est-à-dire que toute l'épaisseur de la paroi cardiaque est en train d'étouffer simultanément. C'est une image frappante. Face à cette onde de Pardé, les protocoles deviennent carrément obsessionnels avec la gestion du temps. Il y a un mantra en anglais qui est répété en boucle, « Time is muscle ». Le temps, c'est du muscle. Et c'est pas une simple formule choc pour faire bien, c'est une vérité biologique implacable. Dès que l'occlusion est totale, une nécrose en onde de front commence. Une nécrose en onde de front, ouais. Oui, elle débute de l'intérieur de la paroi cardiaque et elle se propage vers l'extérieur. Chaque minute qui s'écoule représente des millions de cellules cardiaques qui meurent de façon irréversible. Le tissu mort sera remplacé par une cicatrice inerte. Donc la quantité de muscles sauvés dépend uniquement de la rapidité avec laquelle on rétablit le flux sanguin. Ce qui nous amène au pivot stratégique de ce scénario, la règle des 120 minutes. Si je lis bien les algorithmes, tout le dispositif préhospitalier est suspendu à cette estimation de temps. Si le SAMU arrive chez le patient et diagnostique l'infarctus, que se passe-t-il concrètement, disons, selon la géographie? Le médecin régulateur du SAMU doit évaluer si le délai entre ce diagnostic ECG et le moment où le guide métallique franchira le caillot en salle d'opération sera inférieur à 120 minutes. Ok. Si le patient est en milieu urbain, proche d'un centre de cardiologie interventionnelle disponible, on fonce vers l'angioplastie primaire. C'est la voie royale. Donc le patient file directement en salle de cathétérisme, on débouche mécaniquement le tuyau et on pose un stent. C'est ça. Mais bon, tout le monde n'habite pas à 5 minutes d'un CHU. Que fait-on si le patient se trouve dans une zone isolée et que le transfert prendra plus de 2 heures? On peut pas simplement regarder la montre tourner. Surtout pas. Dans ce cas, la stratégie bascule vers la fibrinolyse préhospitalière. Puisqu'on peut pas détruire le caillot mécaniquement à temps, on va tenter de le dissoudre chimiquement. Avec des médicaments. Oui. Les équipes du SMUR sur place vont injecter par voie intraveineuse des médicaments thrombolytiques extrêmement puissants, des véritables déboucheurs chimiques en fait. Ah oui, on attaque fort. C'est une procédure de sauvetage qui se fait littéralement dans le salon du patient ou dans l'ambulance. Et une fois ce traitement administré, on organise tout de même le transfert urgent vers un centre spécialisé pour vérifier l'ouverture de l'artère et la consolider par un stent. D'accord. Et bien sûr, quelle que soit l'option choisie, angioplastie ou fibrinolyse, le patient reçoit immédiatement une charge massive d'aspirine, d'inhibiteurs P2Y12 et d'héparine. C'est une logistique impressionnante. Pourtant, même avec cette réactivité hors norme, le STEMI reste d'une dangerosité extrême. Les textes détaillent une cascade de complications possibles lorsque le muscle subit ce choc majeur. C'est là que le pronostic vital est réellement en jeu sur le terrain. Absolument. Les complications de l'infarctus massif sont fulgurantes. Elles peuvent frapper avant même l'arrivée des secours. Elles se divisent en 3 grandes catégories. La première? La plus immédiate, c'est la complication rythmique. L'ischémie désorganise totalement l'architecture électrique du cœur. Le danger absolu, c'est la fibrillation ventriculaire. C'est-à-dire? Le cœur cesse de battre de manière coordonnée, il tremble, il ne pompe plus rien. C'est l'arrêt cardiaque, tout simplement. Et c'est la cause principale de mort subite dans les premières minutes de l'infarctus. Ensuite, il y a la mécanique des fluides qui s'effondre, ce que les cliniciens mesurent avec le score de Killip. Voilà, c'est la complication hémodynamique. Si l'artère bouchée irriguait une portion trop vaste du cœur, la fonction pompe globale s'effondre. Le sang n'est plus propulsé efficacement vers le cœur, et il reflue en amont vers les poumons. Ce qui crée un œdème. Un œdème aigu du poumon, oui, le stade 3 du score de Killip. Et l'ultime stade, le stade 4, c'est le choc cardiogénique. Le fameux choc cardiogénique. La pression artérielle s'effondre dramatiquement. Les reins, le cerveau, le foie ne sont plus perfusés. C'est une défaillance multiviscérale. Et sa mortalité reste effroyablement élevée, dépassant les 70% malgré les assistants circulatoires les plus modernes. Et la troisième catégorie semble tout droit sortie d'un film d'horreur physiologique, la complication mécanique tissulaire. Ouais, celle-là est terrifiante. Le muscle nécrosé par l'infarctus devient fragile, comme du papier mouillé. Dans les jours qui suivent l'événement, sous la pression constante du pompage, cette zone morte peut littéralement se déchirer. Le cœur se déchire. C'est la rupture de la paroi libre du cœur, ce qui entraîne une hémorragie fatale dans le péricarde. Ou alors la rupture d'un pilier musculaire qui retient une valve, causant une insuffisance cardiaque aiguë, souvent foudroyante. Le tableau est vraiment sombre et on comprend pourquoi le temps est une telle obsession. Cependant, au milieu de ces protocoles d'urgence très stricts, il y a une sous-section que je trouve particulièrement captivante. Elle concerne les pièges cliniques, les imposteurs. Ah oui, les faux amis. Il existe des conditions qui miment parfaitement un infarctus majeur, qui poussent toutes les alarmes au rouge, mais qui nécessitent une approche totalement différente. La médecine d'urgence exige beaucoup d'humilité face à ces mimes cliniques. Les algorithmes identifient 3 grands imposteurs qui peuvent brouiller les pistes. Commençons par le plus spectaculaire d'entre eux, la cardiomyopathie de Takotsubo. On en entend parfois parler sous le nom très romancé de syndrome du cœur brisé. C'est un phénomène fascinant car les symptômes sont massifs, mais l'artère est totalement innocente. C'est l'archétype du piège parfait. Le patient, très souvent une femme post-ménopauvée, arrive aux urgences avec une douleur thoracique intense, un ECG montrant des signes d'ischémie majeure et une troponine qui grimpe. Tout hurle ostémie. Tout. On fonce en salle de cathétérisme pour déboucher l'artère. Et là, surprise, la coronarographie révèle un réseau artériel absolument immaculé. 0 caillot. Et que s'est-il passé alors? Par contre, le ventricule gauche du cœur a pris une forme de ballonisation anormale.
Ce qui a causé cette sidération massive du muscle, c'est pas une occlusion mécanique, c'est un afflux toxique d'hormones de stress, de catécholamines, suite à un choc émotionnel ou physique majeur. Le cœur s'est paralysé sous le stress. Exactement. C'est bluffant. Un autre grand classique de la fausse alerte ischémique, c'est la myocardite aiguë. Là aussi, douleur, modification de l'ECG, élévation des marqueurs sanguins. Mais la cause est inflammatoire, pas mécanique. Souvent d'origine virale, la myocardite enflamme le muscle cardiaque lui-même. Comme le Takotsubo, les artères sont saines. La distinction définitive se fait souvent par une IRM cardiaque. Pour voir l'inflammation. L'imagerie va mettre en évidence une inflammation des tissus, souvent sous la forme d'un rehaussement tardif spécifique sous l'épicarde, ce qui confirme que la lésion ne suit pas le territoire d'une artère bloquée. Et le troisième imposteur est particulièrement redoutable. Parce que le traitement standard de l'infarctus pourrait en réalité aggraver la situation. C'est l'angor vasospastique ou angor de Prince-Metal. Si on reprend notre analogie de la tuyauterie, ici ce n'est pas un bouchon de débris qui pose problème. Exactement, le tuyau est propre, mais c'est le tuyau lui-même qui se rebelle. La paroi musculaire de l'artère coronaire subit un spasme violent. Elle se contracte sur elle-même jusqu'à s'occlure temporairement. D'accord. Et ça se repère comment, Ça provoque des douleurs typiquement au repos, souvent la nuit ou aux petites heures du matin, accompagnées de modifications transitoires de l'ECG. Et le piège thérapeutique est énorme. le fameux traitement qui aggrave. Le traitement de fond habituel de l'angor, les bêta-bloquants, est ici formellement contre-indiqué. En bloquant certains récepteurs, ils peuvent laisser le champ libre à d'autres récepteurs qui favorisent la contraction vasculaire, aggravant dramatiquement le spasme. C'est dangereux. Que faut-il utiliser alors? Le traitement repose sur une autre classe de médicaments, les inhibiteurs calciques, qui forcent le muscle du vaisseau à se relâcher. Ce niveau de nuance montre à quel point un diagnostic d'urgence ne tolère pas l'approximation. Mais projetons-nous un peu plus loin. L'urgence est maîtrisée, le stent est posé, le caillot détruit, le patient a survécu à la phase aiguë. Les protocoles ne s'arrêtent pas à la porte de l'hôpital. Ah non, surtout pas. Ils mettent en place une véritable armure pharmacologique pour éviter que la tuyauterie ne cède à nouveau. Comment s'organise cette prévention au long cours? La prévention secondaire est vitale, car la maladie sous-jacente, la théromatose, est toujours là. Les directives résument cette armure avec un acronyme mnémonique universel, BASIC, BASIC. C'est pas juste une liste de pilules, c'est une combinaison chimique conçue pour bloquer chaque voie de récidive possible. Décodons cette armure basique. La lettre B pour les bêta-bloquants. L'éjection, la capacité de pompe du cœur, a chuté. Ensuite le A pour antiplaquettaire. J'imagine que le stent nouvellement posé est perçu comme un corps étranger par l'organisme, non? C'est le grand risque. Pour empêcher que de nouvelles plaquettes ne viennent s'agglutiner sur le métal du stent ou sur d'autres plaques vulnérables, on maintient une double thérapie antiplaquettaire agressive, souvent pendant 1 an, avant de repasser à une simple aspirine protectrice à vie. On rend le sang glissant en fait. La lettre S représente les statines. Et là, on n'y va pas de main morte. L'objectif n'est pas de ramener le cholestérol à une valeur normale, c'est de l'effondrer à un niveau ultra bas. Les statines à haute dose vont littéralement geler l'évolution des plaques existantes et stabiliser leurs capsules fibreuses pour éviter de nouvelles ruptures. Ensuite, la lettre I correspond aux IEC, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Ce sont des antihypertenseurs à la base, mais ils ont un rôle structurel ici. C'est un voyage étourdissant au cœur de nos artères que nous offrent ces documents. Si on doit synthétiser l'essence de cette riposte, 3 principes émergent clairement. Je dirais le ton avant tout. D'abord, oui, le temps de réaction est le juge suprême, un ECG en moins de 10 minutes au moindre du clinique. Ensuite, la distinction fondamentale entre une ischémie qui s'aggrave, démasquée par l'élévation des troponines sanguines, et la catastrophe de l'occlusion totale, visible par l'onde de Pardet, qui, elle, déclenche immédiatement le bloc opératoire. Ouais. Et enfin, cette règle d'or universelle, chaque minute d'obstruction correspond à du muscle perdu à jamais. Time is muscle. C'est un résumé parfait de la cardiologie interventionnelle moderne. Mais si on prend un peu de recul sur cette incroyable ingénierie biomédicale qu'on vient de disséquer, on peut se poser une question troublante sur la trajectoire de notre santé publique. Laquelle? On a passé des décennies à développer des outils parfaits pour combattre les plaques de cholestérol, poser des stents millimétriques et dissoudre des caillots. C'est la maîtrise totale de la maladie métabolique et mécanique. C'est vrai. Mais quand on observe de près l'augmentation spectaculaire de syndromes comme le Takotsubo, ces cœurs sains qui s'effondrent et se paralysent purement sous l'impact d'une tempête de stress émotionnel ou de la charge globale de notre mode de vie moderne, on est en droit de se demander. Est-ce qu'on se bat contre le bon ennemi pour l'avenir? Voilà. Alors que la médecine vainc l'obstruction mécanique de nos artères, est-ce que l'anxiété systémique et le stress de notre époque ne deviendront pas d'ici quelques décennies le déclencheur principal des arrêts cardiaques dans nos services d'urgence? Une urgence non plus causée par la graisse dans les tuyaux, mais par la surchauffe pure et simple de notre système nerveux. C'est une perspective qui donne le vertige et qui montre bien à quel point notre mode de vie dicte les conditions dans lesquelles nos propres organes décident de lâcher prise. C'est une excellente piste de réflexion pour clore cette analyse en profondeur. Une fois de plus, ces algorithmes médicaux nous rappellent l'incroyable complexité, mais aussi l'immense fragilité de cette mécanique qui bat dans notre poitrine. Merci d'avoir suivi ces décryptages exigeants. Pour quiconque s'intéresse à ces questions fascinantes, à la prochaine pour une nouvelle exploration.